Ok, je pense qu'on est online. Ouais, moi, ça me dit live, là. Ok, alors bonsoir à tous. Ça a l'air de fonctionner. J'ai l'impression qu'on est online et qu'on a déjà 40 personnes connectées. C'est une première pour nous ce soir pour plein de raisons. Et une des raisons, c'est que c'est la première fois qu'on stream un événement en direct sur Twitch. Donc on va pas dire qu'on est les plus grands pros de cette plateforme. Donc excusez-nous si jamais il y a des petits problèmes techniques le temps de l'événement. En tout cas, on a plein de choses à vous raconter ce soir. Donc on va commencer tout de suite avec Joséphine qui va vous raconter plein de choses. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est super heureux d'ouvrir cette 9e saison avec ce Monthly Marty. C'est finalement, du coup, pour nous, la rentrée officielle 2021 pour Data for Good. Et on est en pleine forme et surtout, on a des super projets à vous présenter. Donc, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Donc, tout d'abord, on va vous présenter l'actualité de Data for Good. Donc, qu'est-ce que Data for Good et les nouveautés pour cette rentrée? Puis, 3 projets vont se présenter et c'est des projets sur lesquels vous pourrez vous engager finalement. Et enfin, il y a 2-3 projets qui vont raconter leur histoire, qui vont raconter un petit peu leurs idées. Et ce sera un moyen pour nous de partager et pour vous de s'inspirer de ce qui s'est déjà fait. Encore une fois, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions en direct. On essaiera d'y répondre au mieux. Et on va pouvoir du coup commencer. Donc les nouveautés de cette année Data for Good, donc les 2 grandes nouveautés de Data for Good, c'est qu'on utilise Slite, donc qui est une plateforme de travail collaborative sur laquelle on va pouvoir centraliser toute l'information et donc mieux partager ce qui se passe et tous les projets qui sont Data for Good. Donc Théo va vous en parler un peu plus en profondeur juste après. Et c'est aussi une grande nouveauté pour nous, c'est Monthly Marty, qui vont être nos réunions mensuelles pour connaître l'actualité de l'association, partager des idées et écouter des projets. Donc tous les mois, on va vous donner rendez-vous, histoire de se connecter encore un peu plus ensemble. Donc tout d'abord, qu'est-ce que Data for Good? Peut-être que tu peux revenir un peu en avant. Du coup, Data for Good, c'est une asso qui est née avec l'envie d'utiliser l'intelligence collective au service de l'intérêt général et accompagner des projets à but non lucratif. Donc, la mission de Data for Good, c'est de rassembler des experts de la tech qui souhaitent offrir de leur temps libre pour sensibiliser sur les enjeux liés à la donnée et à la tech en proposant des solutions concrètes et durables, et ce, toujours en open source. Donc, pour l'instant, on peut dire que c'est une mission réussie puisque ça fait 7 ans que Data for Good existe et elle rassemble une communauté de plus de 2500 bénévoles tech qui souhaitent du coup donner de leurs compétences à des profils d'associations et d'ONG. Donc, à travers ces 9 saisons, on a vu 70 projets qui sont nés et dont on est super fiers. Et l'équipe qui œuvre derrière tout ça, c'est les 8 personnes qui vont apparaître juste là. Et qui sont tous disponibles au besoin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages Slack à une de ces personnes ou à toutes et on répondra au mieux à vos questions et à vos besoins. On a une nouvelle par rapport à cette 9e saison, c'est que Lou, la présidente de Data for Good depuis 4 ans, va s'investir dans de nouveaux projets et ne sera donc plus la présidente à partir de cette saison. Donc, un petit triste bouleversement pour nous dans l'équipe, mais elle va rester bien sûr proche de l'association. Donc, ça, c'est la petite nouveauté aussi pour cette 9e saison. Maintenant, je vais laisser la parole à Théo, qui va du coup rentrer un peu plus en détail sur les nouveautés de l'asso. Très bien, merci Joséphine. Et donc pour tous ceux qui connaissent Lou, je ne sais pas si elle est connectée d'ailleurs, envoyez-lui un petit message, ça lui fera plaisir. Elle a donné énormément du coup à l'association ces dernières années. Du coup, on va essayer de continuer ce travail en bonne et due forme et de continuer à développer l'association
comme elle l'a relancé et maintenu pendant des années. Comme le disait en intro Joséphine, on a 2-3 nouveautés à présenter avant de rentrer un peu dans le dur et de vous raconter un peu des projets, de vous présenter des nouveaux moyens de s'investir auprès de projets intéressants. On mentionnait tout à l'heure un point qui est super important pour nous, qui est la création d'une documentation qu'on va essayer d'améliorer au fur et à mesure de l'aventure Data for Good. Donc on a la chance d'avoir eu un accès ONG offert par les équipes de Slight qui va nous permettre d'avoir un endroit dans lequel on va pouvoir prendre des notes de façon collaborative. C'est-à-dire que ça, c'est un des gros soucis qu'on a essayé de gérer au fur et à mesure des saisons, c'est de trouver un moyen de prendre des bases de connaissances sur les comptes rendus, les bibliographies, genre mettre en commun des idées sur différents sujets d'intérêt général, de fabriquer des documents d'onboarding pour des nouveaux bénévoles pour rejoindre les projets plus facilement, de présenter les résultats, etc. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu historiquement du mal à faire. Donc aujourd'hui, on a un accès assez facilité à cette plateforme qui a fait ses preuves dans d'autres projets bénévoles comme COVIDlist, à qui on va pouvoir donner accès à n'importe quel bénévole qui s'investit sur un projet pour pouvoir avoir un espace de travail collaboratif asynchrone qui fonctionnera de pair avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur les développements collaboratifs comme GitHub, comme le Slack qui nous permet aussi de discuter. Donc on veut que ça soit un nouvel outil à notre triptyque pour permettre d'aller justement encore plus loin et que ce qui est créé pendant les saisons par les bénévoles puisse vivre à travers le temps et aider d'autres personnes. Ça, c'est un premier point. Vous allez voir de plus en plus de documents qui seront stockés à l'intérieur, et notamment le compte-rendu de cet événement sera stocké à l'intérieur d'un article qui sera à l'intérieur de Slight. Donc, vous pourrez relire ça à guise pour avoir tous les détails et tous les liens dont on va mentionner aujourd'hui. Deuxième nouveauté importante à souligner, on a enfin mis le site dataforgood.fr à jour. Donc pour ceux qui nous ont suivis, on n'avait toujours pas mis depuis 1 an et demi la saison 8 et 9. On n'avait pas non plus mis à jour les couleurs, le logo et la nouvelle identité qui a changé à partir de janvier. Et on a encore pas mal de choses à faire parce qu'à nouveau, on se rend compte qu'il y a plein de choses super qui ont été faites à travers les saisons par les bénévoles et on n'a pas toujours bien valorisé ça. Donc ça va être un de nos travaux dans l'association d'essayer de trouver un moyen de donner plus de visibilité à ces projets-là, de construire encore plus d'échanges avec d'autres personnes qui pourraient contribuer. Et du coup, je lève tout de suite le doigt s'il y a des développeurs, des UX designers qui sont intéressés pour travailler dessus, réfléchir aussi à toutes les questions autour de l'éco-conception pour permettre de faire en sorte que ça soit plus accessible pour les associations qu'on encadre. N'hésitez pas à faire un petit signe, on en reparlera tout à l'heure, mais il y aura un endroit dédié pour ceux qui veulent travailler là-dessus. Aidez pas forcément une autre association, mais aidez l'association Data for Good. Ça sera avec plaisir que vous puissiez contribuer dessus. Troisième nouveauté, comme on le disait, les Monthly Marty, après beaucoup de débats sur le nom de cet événement, on a choisi ça pour lancer ces événements mensuels, ces rendez-vous de la communauté pour discuter de plein de choses, vous tenir au courant, vous inspirer, vous proposer de vous engager à des moments différents des saisons d'accélération qu'on a l'habitude de faire. Donc on essaie de créer un format qui est un peu moins rigide que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire des saisons de 3 mois, 2 fois par an, sachant que la prochaine, on va la lancer en janvier ou février. On veut se laisser la chance à ces événements de fonctionner avec un niveau d'implication qui est peut-être un peu différent. Peut-être que certains projets vont nécessiter moins d'aide au début, plus d'aide après, peut-être sur un temps plus court ou sur un temps plus long, à des phases différentes des projets, donc peut-être des projets un peu moins matures sur lesquels on a besoin juste de cadrage, certains qui sont peut-être justement beaucoup plus matures sur lesquels il faut des coups de main très spécifiques. En tout cas, on veut donner la chance aux associations qu'on connaît et qui ont besoin d'aide de demander tout type de besoins. Et on veut donner aux bénévoles la chance de s'investir sur des formats différents qui parfois vont mieux convenir à certaines personnes et surtout sans forcément attendre 6 mois le prochain moment pour s'investir. Donc on va essayer ce fonctionnement-là. On va
pas vous le cacher, c'est la première fois qu'on le fait. Donc aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous mensuel pour ceux qui ne connaissent pas trop l'association. Et donc, on va peut-être avoir des couacs en live, on va peut-être avoir des moments qui seront sur lesquels on va devoir réitérer, échanger des choses. Mais c'est pas grave, c'est aussi le but de l'association, c'est quelque chose de très communautaire. Donc on se laisse le droit à l'erreur si vous nous le pardonnez. En tout cas, on a hâte de vous proposer donc du coup ce nouveau format et ces nouveaux moyens de s'impliquer au sein de l'association. Quatrième nouvelle, intéressante aussi à signaler, c'est qu'avec le retour on va pas dire la fin du Covid, mais en tout cas le retour un peu du présentiel, on va recommencer à se voir en vrai. Donc ça veut dire, on n'a pas encore trouvé le moyen et le moment, mais en tout cas pour ceux qui habitent à Paris, qui était le but originel de ces rassemblements-là quand ça a été créé il y a 7 ans, on va recommencer à faire des événements à Paris, mais il y a aussi d'autres endroits en France où ça se passe. Et donc il y a les antennes qui reviennent. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, Élise et Nicolas notamment travaillent et développent l'antenne de Provence autour de Marseille, mais pas que, avec des événements et des moments pour se rencontrer en vrai. Et ils ont beaucoup de choses qui vont lancer à partir d'octobre aussi. Ils ont eux-mêmes leur propre démo day qui vont relancer à partir d'octobre. Et ils ont en charge une partie de la nuit du code citoyen qui va être présentée un peu plus tard par Yannick de Latitude pour notamment gérer le présentiel à Marseille de cet événement-là qui va être génial et on va entendre un peu plus tard. Donc si par hasard vous habitez pas loin, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Ils seront super contents de vous inclure dans cette initiative et de vous faire participer en vrai à ce qu'ils sont en train de développer. Donc voici un peu pour nos actualités. On a plein d'autres choses à vous raconter sur les associations qu'on a accompagnées dans le passé. On mettra ça dans le compte-rendu parce qu'on veut laisser la bonne part à des invités pour nous raconter des choses. Et donc, tout d'abord, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous présenter 3 nouveaux projets sur lesquels vous pouvez vous engager en tant que bénévole, qui vont pouvoir nous pitcher un peu leur projet comme on fait pendant les saisons et nous présenter ce qu'ils font et où est-ce que vous pouvez aider. Donc, qu'est-ce que nous avons à vous raconter aujourd'hui? Donc, on a 3 projets, un dans la santé sociale et 2 dans l'environnement, qui vont présenter dans cet ordre-là s'ils sont bien connectés et s'ils n'ont pas eu de problème. Je regarde justement si Clepsy est présent. Je crois qu'on est un petit peu trop sur scène pour justement les faire monter. Donc, je regarde. Peut-être qu'on va commencer, que je vais me permettre d'enlever quelques personnes en backstage en vous proposant de vous reconnecter juste dans 5 minutes et en attendant de suivre sur Twitch. Je vois qu'on a Ogre et qu'on a Mission Transition. Est-ce que peut-être, en attendant que... Ah, c'est bon, super, on a Marion qui est arrivée. Il suffisait de dire un petit mot pour que ça fonctionne. Donc, on va commencer par Marion qui va nous présenter le projet Clepsy. On s'en suivra Grégory qui nous présentera le projet Ogre, qui, je vois, est connecté aussi. Et on finira par Mission Transition, par Nadim, je vois, qui est connecté aussi, pour vous raconter tout ça. Et ensuite, dans une deuxième partie, on aura donc 3 autres projets inspirants à raconter pour continuer donc, sur cette belle soirée. Donc, bonjour Marion, je te laisse la parole pendant 5 minutes pour nous raconter un peu ce que c'est que ce projet et comment les bénévoles pourraient aider. Super. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est super. Super. Alors, je partage mon écran, si ça marche. Je n'ai jamais utilisé Twitch, je me sens très jeune, donc merci. Alors, tout l'écran. Ok. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci beaucoup déjà pour ce que vous faites. Donc, moi, c'est Marion Isler. Je travaille chez Make.org Foundation. Make.org, c'est une plateforme de consultation citoyenne. Et moi, je travaille pour le fonds de dotation qui est rattaché à Make.org.
Et dans ce cadre-là, je m'occupe d'un programme qu'on appelle les grandes causes. Et je m'occupe d'un programme d'une grande cause sur la protection de l'enfance. C'est un programme qui dure 3 ans. Et on a sélectionné 9 projets qui apportent des solutions pour lutter contre les violences faites aux enfants. Et dans ces 9 projets, il y en a un dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est moi qui viens le présenter parce que ce projet est normalement porté par le CHU Robert Debré à Paris et donc par un pédopsychiatre, mais qui n'était pas disponible. Et nous, on accompagne ce projet et on cherche des gens pour rejoindre ce projet et pour l'aider à passer à l'échelle. Donc, ce projet, ça s'appelle Clepsy. Et donc, le porteur de ce projet, c'est le CHU Robert Debré, le service de pédopsychiatrie, qui est le plus grand service de pédopsychiatrie de France. Nous, Make.org Foundation, on accompagne ce projet en gestion de projet et en pilotage. Et ils ont aussi un financeur qui est la Fondation Bettencourt-Schuller. Le projet Clepsy, il part d'un constat qui est que la moitié pratiquement des parents estiment avoir des difficultés à élever leurs enfants. Il y a des manques des problèmes de communication, de la fatigue, et il y a plein de soucis qui font que souvent les parents vont aux urgences pour des problèmes qui méritent pas d'aller aux urgences. Et donc, en fait, le CHU Robert Debré a lancé une plateforme en 2020, au début du premier confinement, en disant il faut donner des ressources aux parents, des ressources écrites par des scientifiques, pour leur donner des réponses à des questions qu'ils peuvent avoir pour mieux appréhender les troubles de leurs enfants. Et donc, en fait, ils ont commencé vraiment très simplement à développer une première plateforme avec des fiches pratiques qui sont vraiment super bien rédigées, toutes rédigées par des médecins et qui donnent des tips vraiment très pratico-pratiques. Par exemple, comment savoir si mon enfant est anorexique, comment aider mon enfant qui se fait harceler à l'école. Et en fait, ça a cartonné. En 1 an, ils ont eu 1 million de connexions. Donc, ils ont vraiment validé le besoin des parents pour ce type de plateforme. Il y en a des dizaines de plateformes de parentalité. Là, le vrai avantage, c'est que c'est vraiment rédigé par des médecins et que c'est hyper bien formulé. Donc, nous, on a sélectionné Clepsy pour leur permettre de passer à un autre niveau et de renforcer leur plateforme. Aujourd'hui, ils ont eu donc 1 million de visiteurs. Nous, on veut accompagner 2 millions de parents donc dans l'exercice de leur parentalité. Et on les accompagne sur 4 pans, 4 axes. Le premier, c'est dans la création de nouveaux formats qui soient mieux adaptés aux usages des parents. Donc, ça peut être des formats vidéo, de créer des parcours en fonction de l'âge de son enfant, de mieux aiguiller les parents sur la plateforme. On veut aussi les aider pour augmenter le contenu qui existe aujourd'hui sur les violences faites aux enfants, parce que c'est vraiment le sujet de notre grande cause. Et donc, de rajouter plus de contenu sur les cyberviolences, sur les violences sexuelles, enfin voilà, de donner toutes ces fiches-là pour les parents. Enfin, la troisième étape, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, enfin que je suis là, c'est sur la question de la refonte du site. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Clepsy, c'est un pédopsychiatre qui a un mi-temps sur ce projet. Et il a pas trop de moyens pour travailler sur l'expérience utilisateur de sa plateforme. Et donc, on aimerait travailler avec un expert de ces sujets-là pour repenser justement l'expérience utilisateur de cette plateforme-là, développer des nouveaux formats, des parcours, repenser complètement le site pour faire en sorte que les parents passent plus de temps, ce soit plus fluide. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de hiérarchie de catégories des fiches. Donc voilà, travailler sur toute cette refonte du site. Et ensuite, dans le dernier temps, on va communiquer massivement sur cette plateforme auprès de plusieurs relais de prescripteurs pour que de plus en plus de parents aient le réflexe Clepsy quand ils se posent des questions sur leur parentalité. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Enfin, Théo, tu vas mieux expliquer que moi ce qu'il faut faire si ça les intéresse. Mais en tout cas, c'est vraiment un super projet. Il va y avoir une autre ressource côté Robert Debré sur ce projet-là. Et donc, voilà, on a besoin de vous. Merci beaucoup. Génial. Merci Marion pour cette présentation. Du coup, si je résume, il y a les besoins de bénévoles, c'est donc des personnes qui connaissent justement un peu ce monde du digital, des UX, UI designers potentiellement. Et on avait mentionné ensemble aussi une question autour des fiches elles-mêmes, de la donnée elle-même, qui est genre ce contenu extrêmement riche
sur donc cette aide à la parentalité, sur lesquelles il y a aussi des questions de données sur du texte. Ouais. Est-ce que ça résume bien? Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, oui, tout à fait. J'ai pas assez précisé ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de connaissances des utilisateurs, donc de davantage analyser tous les gens qui se connectent, qui sont ces personas types, et donc d'avoir un peu toute cette analyse de données. Ça serait hyper utile aussi. J'ai fait un petit rétro-planning. Je ne sais pas exactement encore combien de temps ça prendrait. On est vraiment dans cette phase-là de cadrage. Enfin, le produit existe, il fonctionne, mais on est dans le cadrage de cette V2. Et donc, je suis preneuse de vos retours là-dessus. Super. Alors, est-ce que quelqu'un a une question dans le chat? N'hésitez pas. Le temps qu'on voit si jamais justement quelqu'un a une question. Juste pour préciser, on racontera à la fin comment rejoindre tous ces projets. Où est-ce que ça se passe? C'est tout simplement sur le Slack de Data for Good, mais toutes les informations seront disponibles et envoyées aux participants et redirigées sur les réseaux sociaux. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir où vous investir exactement. Si jamais vous avez des doutes, si jamais vous pouvez aider, en fait, le moyen le plus simple de s'en rendre compte, ce sera tout simplement de rejoindre le Slack, de poser des questions et de proposer son aide. Parce que je pense que, vu que là, on parle de phase de cadrage, en fait, même quelques heures passées sur ce projet peuvent déjà aider. Et c'est là où il y a des choses qui sont intéressantes. Tout à fait. Alors, pas spécialement de questions, j'ai l'impression. Donc, ça veut dire que c'était super clair, mais en même temps, c'était super clair. On va attendre encore un tout petit peu. Non, mais c'est top. Merci beaucoup, Marion, d'avoir présenté ça. Merci à toi. Merci. Donc, vous pourrez retrouver Marion et les autres personnes de ce projet sur le Slack de Data for Good à partir de demain, mais aussi dans les semaines et dans les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Merci, Marion, et à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Génial. Ensuite, nous allons accueillir un deuxième projet sur lequel s'investir sur des questions environnementales, énergétiques. On va accueillir Grégory. Bonsoir. Tu m'entends, Théo? Alors, je t'entends, donc ça doit vouloir dire que tout le monde entend. Alors, on mentionnait juste je vois sur le chat Twitch que pour poser des questions, apparemment c'est un peu limité. Vous pouvez poster juste une question en commentaire, hein, n'hésitez pas. Et si ça ne marche pas, gardez toutes vos questions en tête et vous pourrez les poser sur le Slack derrière. On est encore en train d'essayer cette plateforme-là. Pour nous, c'est très joli déjà et ça a l'air de marcher pas mal. Donc, on va essayer de voir si on arrive à trouver ce qu'il faut. Alors, Grégory, est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Je te laisse aussi partager ton écran si tu as envie pour nous raconter tout ça. A priori, je suis en train de le partager. Est-ce que tu peux confirmer que c'est tout bon? Ça a l'air d'être pas mal. On voit que tu changes d'écran. Super. On voit bien. C'est tout bon? Super, écoute, merci de m'accueillir ce soir. Pareil, première sur Twitch, j'ai enfermé mes enfants. On vient de parler de violence aux enfants, donc j'ai enfermé mes enfants. J'espère qu'ils ne feront pas trop de bruit, qu'ils n'interviendront pas pendant ce pitch de quelques minutes. Donc merci à tous de m'accueillir ce soir. En quelques mots, si je dois poser le problème, c'est qu'est-ce que l'énergie? Aujourd'hui, c'est un mot qui est extrêmement utilisé dans notre quotidien. Pour autant, si je pose la question aux gens, qu'est-ce que veut dire 1 kWh Kesako, on a plein de versions différentes. Si je demande de faire la différence entre puissance et production, je pense que pareil, j'aurai pas mal de réponses différentes. Est-ce qu'on utilise beaucoup d'énergie fossile? On parle que d'électricité, surtout de nucléaire en France, et pourtant on consomme d'abord des énergies fossiles. Tiens, les énergies renouvelables, ça va tout changer, les ENR, est-ce que ça permettrait de régler le problème? Et enfin, est-ce que tout ça, ça coûte cher? J'ai mis 3 petits points de suspension parce qu'on pourrait poser plein d'autres questions sur l'énergie.
Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai créé fin 2020 un atelier, donc je dis l'atelier ludique et collaboratif, hein, on va dire, initié par la Fresque du Climat, dont je fais partie de la communauté, également des ateliers comme 2 tonnes qui sont, je crois, bien connus par Data for Good, puisque vous avez contribué également au développement de cette application. Et donc là, on est majoritairement lié sur tout ce qui est, on va dire, sujet lié à l'énergie, donc la consommation d'énergie, que ce soit les énergies, on va dire, de consommation directe, l'usage ou des énergies importées qui correspondent à nos modes de vie. La production d'énergie décarbonée, donc les différents types d'énergie renouvelable que l'on peut connaître, l'éolien, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, les marées motrices ou motrices, j'en passe, et notamment également aux besoins financiers nécessaires pour concevoir une trajectoire énergétique bas carbone. Donc c'est le but de cet atelier qui se joue en équipe, et donc pendant 3 heures, les participants cherchent on va dire, à compenser leur consommation par leur production tout en respectant un budget. Moi, je suis de formation, donc j'ai un doctorat en sciences de l'ingénieur en sciences économiques. J'ai fait ma thèse de doctorat chez EDF il y a une dizaine d'années dans le cadre des programmes d'efficacité énergétique bas carbone 2050 et dans le contexte de l'enfouissement des déchets radioactifs de Marne. Aujourd'hui, enseignant-chercheur donc depuis 7 ans. Je suis également formateur et entrepreneur. Un objectif qui est extrêmement simple, c'est d'essayer de sensibiliser le plus largement possible sur les sujets climat, énergie et économie, parce que je pense qu'on aura du mal à faire l'un sans l'autre. Voilà, avec l'objectif in fine d'essayer d'aider, d'accompagner le fait de bâtir un monde soutenable, durable, viable. Je vous laisse le choix de la sémantique appropriée. Où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, l'atelier fonctionne, hein, puisqu'il y a un peu moins de 1000 personnes qui y ont participé depuis, dans des établissements type, par exemple, même Super-Héros, donc dans le monde étudiant, également des personnes du grand public. Et donc, ça utilise un outil hyper puissant qui s'appelle Google Sheet, mais qui est, comment dire, il est hyper user-friendly, hein, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Donc, il fonctionne, mais il faut pouvoir l'utiliser. Et comme aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui l'animent, ça serait essayer de les aider à faire en sorte que l'outil soit plus facile à animer, et puis pour les participants, que ça soit aussi un peu plus sympa. Et donc, voilà, je parle d'applications plus user-friendly, et si on ne voudrait pas pour les termes, parce que je suis loin d'être un spécialiste du domaine, donc je représente un petit peu des choses que j'ai vues qui pourraient permettre de montrer un outil un peu plus efficace, avec un objectif in fine qui est également lui-même très simple. C'est de contribuer à sensibiliser. Alors, j'ai mis des milliers, des centaines de milliers, j'aurais dû même voir des millions de personnes à ces enjeux énergie-climat, qui, somme toute, selon moi, et j'espère pour d'autres également, sont des sujets majeurs pour notre futur et même pour notre présent. Belmondo est parti il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai repris l'image d'itinéraire d'un enfant gâté. Donc l'itinéraire qu'on pourrait imaginer, il est relativement simple pour moi. Je ne suis pas dans le rétro-planning très, très, très pointu, parce que je ne maîtrise pas quelles sont les phases pour être capable de faire ce genre d'outils. Mais voilà, pour moi, déjà, dans un premier temps, ça serait de permettre aux personnes qui sont intéressées pour accompagner ce projet, de participer une fois à un atelier. Donc, j'avais mis quand même entre parenthèses gratuitement, ça me paraissait juste évident. Pour découvrir l'atelier et voir si ça plaît. Et puis voilà, et on verra ce que ça deviendra. Ensuite, de voir comment ça fonctionne derrière, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a tous des jeux de données qui ont été utilisés, qui viennent soit de l'ADEME, soit de différents ouvrages. Donc voilà, montrer un peu comment fonctionne le back-off. Et puis derrière, alors excusez-moi encore une fois si les termes sont inappropriés, j'ai fait au mieux en fonction de mes compétences. Voilà, pour moi, c'est d'essayer de définir comment, quand je me construis des charges en concertation, j'ai plus à écouter ce qu'on me dira qu'à expliquer comment il faudrait faire. Une phase de réalisation qui me paraît juste basique, et puis généralement, il me semble qu'il faut tester à la fin si ça fonctionne bien. Et donc, comme je suis franchement incompétent dans ces domaines, la seule chose que je serais capable de faire, c'est de soutenir un maximum l'équipe, d'aider de la mesure de mes capacités, et puis surtout essayer d'être le plus présent possible pour permettre à toute une équipe d'aboutir à un produit le plus efficace possible. Et donc d'avance, je remercie toutes les personnes qui seraient intéressées par ce projet, et j'espère que ça vous donnera envie de sensibiliser sur les sujets énergie-climat. Génial, merci Grégory. C'est un plaisir d'avoir des intervenants qui, en plus, répondent et font leur présentation de façon très concise. Donc, je pense que c'était assez clair. N'hésitez pas si vous avez une question. Moi, j'en ai quelques-unes et des précisions en plus à rajouter.
Juste pour préciser justement sur les profils de personnes du coup que Grégory aurait a priori besoin, à nouveau des UX designers, des développeurs back, des développeurs front, sachant que le stack technologique n'est pas du tout défini encore et qu'il y a plus ou moins tout à faire. Du coup, quelqu'un avec une vue un peu d'ensemble sur ces projets technologiques qui pourrait aider à faire prendre les bons choix serait super apprécié. Donc, beaucoup de choses, beaucoup d'idées différentes. À nouveau, toi aussi, tu as des données énormément dans ton Google Sheet qui est immense, qui sont structurées, mais tu en as aussi énormément qui ne sont pas structurées, avec des fiches de renseignements, avec beaucoup de textes, avec plein d'informations sur énormément de domaines, de l'énergie au climat. Donc, il y a aussi des choses intéressantes à faire pour des data scientists, pour des data engineers. Donc, voilà, en résumé, plein de sujets intéressants. Je ne sais pas si je vois des questions en plus. Je rajouterai peut-être juste une question, moi, de ma part. C'est ce que tu pourrais expliquer, justement, le lien. Comment ça s'articulerait pour ceux qui connaissent un peu, justement, Fresque du climat et d'automne? Comment ça se complète? Quelle information en plus ça ajoute? Alors écoute, merci déjà pour ces questions. Si je prends un exemple très concret qui vient de se passer il y a une semaine, un établissement comme donc Supaéro a commencé finalement son introduction pour les étudiants avec une fresque du climat sur les enjeux climat-énergie. Ils ont fait suivre ça par un atelier Ogre, puisque finalement la fresque du climat reste, on va dire, ça permet d'avoir une vision globale, mais on va dire la limite, c'est qu'à la fin de cet atelier, tu peux te poser quelles sont les questions, les actions que tu peux mettre en place. Et donc l'avantage, c'est qu'un atelier comme Ogre permet de jouer à cette échelle-là et donc aux gens d'interagir sur des actions qu'ils peuvent mettre en œuvre. D'ailleurs, ils font suivre également ça après par l'atelier d'automne, donc ça ne prend pas la place de d'automne. Puisque d'automne va être vraiment focalisé sur l'empreinte carbone, alors que Ogre est plus orienté sur l'énergie. Et donc, je viens de voir une question passer sur pourquoi ce nom Ogre. On est dans le marketing de haut niveau, Ogre pour ordre de grandeur des énergies. Génial, merci. Et il y a une question justement de Léo, le écolo, qui est peut-être intéressé pour rejoindre ce projet ou à minima peut-être faire l'atelier, qui demande si jamais l'atelier est faisable online, peut-être pour commencer le projet, ou est-ce qu'il faut venir sur Paris? Alors, c'est une bonne question également, merci de la poser. Donc, l'atelier, il existe en ligne, en fait. Je l'ai créé pendant les époques de confinement, donc il a été créé pour pouvoir fonctionner en distanciel, notamment dans le cadre des enseignements que je dispense. Et il se fait maintenant également en présentiel, donc les deux sont possibles. Donc, prochaine séance qui est prévue pour le grand public, c'est demain soir de 19h30 à 22h30. Ok, super. De toute façon, il me semble que toi-même, tu n'es pas à Paris, donc ça règle aussi la question. Je suis proche de Bâle, donc je confirme que je ne suis pas à Paris. Alors, il y a une autre question sur le stack technique de développement. Est-ce qu'il y a un stack qu'on utilise souvent ou est-ce que ça dépend complètement des projets et des gens qui s'investissent? La réponse est plutôt la deuxième, que ça dépend complètement des projets et des gens qui s'investissent. Et c'est aussi des sujets sur lesquels on va avoir envie d'un peu plus normaliser pour justement faciliter que ce qui est fait dans un projet puisse servir à autre chose. Donc, si vous avez une expérience suffisante dans ces enjeux-là, ça peut être super intéressant de contribuer à un projet comme Ogre et voir un peu plus loin sur se dire comment ce que vous faites aussi pourrait servir d'autres projets d'intérêt général en proposant des idées de réutilisation de stack permettant d'aller encore plus loin et plus vite. Et il y a une autre question pour savoir justement où est le calendrier des prochains ateliers, si certaines personnes sont intéressées. Alors déjà, merci d'avoir répondu à la précédente question parce que j'en aurais été incapable. Merci Théo. Et donc pour le calendrier des prochaines séances, c'est une bonne question. La dernière que j'ai programmée est donc demain et il faut absolument que je programme les prochaines. J'essaye d'en faire 2 à 3 par mois. En ce moment, vu que les cours ont repris et que je donne pas mal de cours dans cette période-là, c'est pour ça que j'ai pas un calendrier qui est hyper fourni. Mais promis, je reprogramme les séances à la fin du Twitch. Super, merci beaucoup. Bon, n'hésitez pas à poser d'autres questions et à Grégory de répondre directement dans le chat.
Merci Grégory. Je vous propose de passer au troisième projet présenté aujourd'hui avec Mission Transition. Et il me semble que c'est Marie et Cédric qui vont monter sur scène et peut-être Nadine. Bonjour Marie. Bonsoir à tous. Bonjour Cédric. Hello. Bonsoir. Est-ce que du coup vous serez que tous les deux ou est-ce qu'on On présente tous les deux, mais tu peux mettre Nadim sur scène. Allez. Bonjour Nadim. Super. Je vous laisse pareil, partager votre écran et présenter de façon concise pour qu'on ait le temps aussi pour des questions sur ce super projet. Oui, alors c'est moi qui m'occupe de partager l'écran. Alors ne soyez pas étonnés, on parle de... Enfin, tu as présenté Mission Transition, mais originellement le projet s'appelle France Transition écologique. Il y a 2 noms. Tu me dis Cédric, sinon je partage. Ça devrait être bon, non? Ouais, c'est bon. Oui. Super. Super. Bon, bah, bonsoir à tous. Donc le projet France Transition écologique, on commence avec le portrait de famille. Donc c'est une petite équipe, on est 5, majoritairement à l'Ecolab, donc qui est le laboratoire d'innovation par la donnée du ministère de l'écologie. Et donc nous avons Grégory en directeur de projet, Cédric et Nadim respectivement développeurs et designers, moi-même donc chef de projet design à l'Ecolab, et Pierre qui est notre coach Betagouv. Et comme vous pouvez le remarquer, ça sent globalement la testostérone comme équipe. Alors pour les porteurs, donc c'est un projet qui dépend... Je veux bien, Cédric, la slide d'après, s'il te plaît. Voilà. C'est un projet qui est missionné, qui dépend donc, du Commissariat général au développement durable, donc qui dépend du ministère de la Transition écologique. Et c'est surtout un projet qui est coporté par 2 ministères, donc d'un côté le ministère de la Transition écologique et de l'autre le ministère de l'Économie. Et enfin, c'est une start-up d'État donc, qui dépend du programme Betagouv, donc qui est incubé par beta.gouv, et en même temps qui fait partie du programme des entrepreneurs d'intérêt général. Alors, pour le contexte du projet, 2 chiffres chocs. 80% des dirigeants sont actuellement conscients de l'urgence climatique, mais seulement 13% se sentent en capacité de passer à l'action. Alors, 2 raisons principales. Premièrement, le manque de temps. Deuxièmement, le manque d'argent. Et j'irai même plus loin en disant le manque de temps pour trouver de l'argent. Alors, pour la problématique du projet, donc ce manque de financement qui est un frein majeur à la transition écologique des entreprises. Et donc, en fait, les entreprises ont des difficultés à identifier ne serait-ce que les financeurs pour trouver des aides. Et quand elles ont identifié les financeurs, ben, l'aide, enfin, en tout cas, l'offre des aides est tellement complexe qu'il est vraiment compliqué de trouver l'aide qui va répondre au mieux aux besoins de l'entreprise. Notre objectif, simplifier l'accès au financement public, aux actions de transition écologique et énergétique pour des entreprises de petite et de moyenne taille. Alors, notre solution, Mission Transition, est un moteur de recherche des aides existantes parmi celles des financeurs nationaux, donc comme l'ADEME, la BPI, et également des régions et d'autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Alors ce soir, on est là pour parler data, j'ai cru comprendre. Donc aujourd'hui, Mission Transition, c'est avant tout une base de données de 400 dispositifs financiers qu'on a pu récupérer notamment par l'API d'une autre startup d'État qui s'appelle Aide Territoire, et également via le flux des Matisse de l'ADEME, donc qui concerne surtout les appels à projets. Mais on est sur une automatisation partielle pour le moment. On a également un back-office administrateur. Et notre vision pour demain serait de pouvoir récupérer automatiquement les aides et pousser la collaboration qu'on a avec les régions pour enrichir notre base de données. Et enfin, proposer un module d'éligibilité aux entreprises pour les aider à enfin trouver l'aide qui leur correspond le mieux. Cédric, je te passe la main. Yes. Et donc, votre mission, si vous l'acceptez, dans un premier temps, on a une problématique de données qui est cette donnée qui est éparpillée dans différents formats. Ça peut être des bases de données ou des bases de données avec API pour pouvoir exploiter la donnée, ou même parfois des PDF ou des fichiers Excel. Donc ça, c'est une première problématique qu'on rencontre. Et ensuite, au-dessus de ça, une fois qu'on a une donnée avec laquelle on peut travailler, on a 3 chantiers qu'on a identifiés. Le premier étant, du coup, cette capacité par la donnée de catégoriser des aides publiques automatiquement, parce que c'est une des grosses problématiques pour aider les entreprises à se retrouver facilement dans leur recherche d'aide. Ils vont se baser sur des grandes thématiques, déchets et autres. Et c'est parfois difficile de faire ce travail à la main au vu du nombre d'aides.
Donc, si on a un moyen de le faire automatiquement, ça peut aider. Le deuxième chantier, c'est de construire un outil d'éligibilité. Parce qu'une autre des problématiques, c'est comme on le disait au début, vu que les entreprises ont un manque de temps et d'argent, ils n'ont pas trop envie ou les moyens d'investir du temps pour savoir s'ils sont éligibles à la candidature d'une aide. Donc, ils ne prennent même pas le temps d'essayer. Ils disent, bah non, c'est complexe, ils vont me dire que je ne suis pas éligible, donc ça ne sert à rien. Donc, nous, on aimerait construire cet outil basé sur la donnée pour leur dire dès le début, bah, votre entreprise peut ou ne peut pas. Et ça peut les aider à aller plus loin dans leur démarche de transition. Et enfin, troisième chantier, on aimerait à terme tirer bénéfice en fait de l'utilisation de notre plateforme pour pouvoir dire à un moment, bah là, les entreprises en ce moment sont plutôt à la recherche d'aide dans tel secteur plutôt que d'autres. Et ça pourrait à terme aider l'État à décider de fabriquer des aides justement par le biais des besoins qui seront émis par les entreprises. Donc ça, c'est vraiment troisième objectif. Et enfin, le livrable principal, en fait, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est ce simulateur d'éligibilité, qu'une entreprise puisse venir et dire, moi, c'est ça mon entreprise, j'aimerais trouver les aides qui correspondent. Alors si vous nous accompagnez, on a imaginé un peu ce plan-là. La première semaine, ça serait de se connaître, de vous présenter en plus en détail le projet, et ensuite de voir en semaine 2 ce que vous proposeriez par rapport à nos problématiques et à l'existant. Enfin, de trouver un moyen de qualifier ces aides automatiquement et de lancer un chantier de création de modules d'éligibilité. Et pourquoi pas ensuite de lancer ce module d'éligibilité, même une première itération pour voir ce que ça donne. Donc, on est à la recherche d'un ou des, on ne sait pas encore sur le nombre exactement, vu que ce n'est pas notre domaine, c'est un peu compliqué, mais soit un data ou des data engineers pour la partie un peu techno, mise en place, des pipelines, etc. C'est pas, moi, en tant que dev, c'est pas non plus ma tasse de thé. Et un data scientist pour nous aider à comprendre la donnée si possible et évaluer ce qui est pertinent ou pas. Donc voilà, si le projet vous plaît, si ça vous tente de bosser dans le public, au ministère avec nous, rejoignez-nous. Oui, ou d'une, bien vu, Diane, désolé. Évidemment, au contraire, on est à la recherche. S'il y a des data scientists au féminin, c'est bien, c'est volontiers et bienvenue. D'ailleurs, on développe un projet au ministère data au féminin, donc surtout n'hésitez pas. Trop bien, merci beaucoup pour cette présentation. Pareil, je vais rajouter une précision le temps qu'on reçoive vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Je pense que de la même manière, pour ajouter des termes techniques un peu sur ce projet, vous nous avez montré un peu là, les fiches d'aide qui existent, qui contiennent des données diverses et variées et des PDF avec énormément d'informations. Donc, il y a des grosses questions autour du traitement du langage, de l'extraction de données un peu structurées sur des contenus complètement non structurés. Donc, et d'ailleurs, c'est la même chose pour les autres projets qui montraient avant. Donc, je pense que si vous êtes des fans de NLP, vous aurez beaucoup de choses super intéressantes à voir sur ce projet, comme sur les autres, par ailleurs. Et en termes d'impact, ça me semble très intéressant. Donc, je pense que ça peut être un super projet pour tous les data scientists et engineers féminins et masculins de la communauté. Est-ce qu'on a d'autres questions alors? On a des compliments sur le projet et la présentation pour l'instant. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui combien d'entreprises ont déjà utilisé la plateforme et combien sont un peu, quand on parle de PME, ETI, qui pourraient utiliser les aides que vous mentionnez dans les 400, combien seraient touchés? Ouais, alors actuellement, on a évalué le nombre d'entreprises potentielles à 35 000. Ça inclut les PME, les ETI, et notamment des PME et des ETI qui ont moins de 3 ans d'existence, puisque c'est souvent un critère discriminant parfois dans la demande d'aide financière. Et après, donc là, actuellement, on a fait déjà 3 salves de tests utilisateurs, donc on a à peu près 40 tests utilisateurs qui ont été réalisés.
avec des entreprises qui viennent de toute la France, tout secteur, toute taille, dans le scope défini. Et on a lancé une première campagne pour amener du trafic. Donc, je crois que là, tu me diras, Cédric, si c'est ça, mais je crois qu'on a entre 100 et une centaine d'entreprises qui sont déjà passées sur le site. Donc, c'est au démarrage. On est au démarrage du lancement du projet et du déploiement, on va dire. Donc, ça va s'accélérer sur les prochains mois. Super. Alors, j'aurais plein d'autres questions, mais on va pas avoir le temps. Je peux déjà vous dire qu'on va encore une fois déborder. On est toujours un peu ambitieux sur l'horaire. Donc, non, une question qui fâche. C'est un projet qui est porté par un ministère qui va faire appel à du bénévolat pour aboutir. Est-ce qu'il y a du budget pour freelance éventuellement? Ouais, je vais peut-être répondre à la question. En fait, on s'est posé la question si on voulait plutôt passer par Data for Good, essayer de trouver en interne. On est dans une petite équipe. En fait, on est un format startup d'État, donc on n'est pas beaucoup, avec un budget réduit à engager. Donc la possibilité, c'était de se dire, on ne fait pas ce projet où on essaie de recruter, mais le processus est assez compliqué et le budget est aussi assez limité, puisqu'on est un projet émergent. Donc on doit encore faire nos preuves. Et on s'est dit en plus dans la démarche Data for Good, puisqu'on vient tous de programmes dans l'innovation publique qui ramènent des nouveaux profils dans le numérique. C'est le cas avec Cédric et moi-même et Marie, on vient tous du programme entrepreneur d'intérêt général. On sait que quand le projet aura fait ses preuves, il y aura des possibilités. Il y aura des possibilités futures aussi en freelance. Donc, on s'est dit que la démarche Data for Good était aussi intéressante pour démarrer, pour faire un premier essai, voir ce que ça peut donner et ensuite, après, derrière, essayer de prendre quelqu'un de manière plus longue que juste du bénévolat. On est complètement d'accord avec cette approche. Et je me permets, Merci, il y a 2 autres questions très rapidement pour tenir le timing. Cherchez-vous des bénévoles qui peuvent travailler en présentiel avec vous sur Paris ou télétravail? En fait, là, depuis le début, je pense qu'on a dû se voir 3 fois, ne serait-ce que tous les 3, alors que ça fait 1 an qu'on est sur le sujet. Donc, on est totalement ouvert au distanciel. Enfin, je réponds pour ma part, mais je pense que vous partagez cet avis, Cédric et Nadim. Donc voilà, pas de frein par rapport à ça. Et pour le sujet, est-ce qu'on cherche plutôt des débutants ou des postes en tout cas des personnes plus expérimentées? Moi, je partirais du principe que du moment qu'on est motivé, que le projet nous plaît, qu'on a envie de travailler en équipe, d'apprendre et voilà, de mettre sa pierre à l'édifice, tout le monde est bienvenu sur le projet. Sachant qu'on a un timing qui n'est pas énorme, on lance, je te laisse juste, on commence à déployer en décembre. C'est vrai que le timing n'est pas énorme, on l'a évalué à 3 mois, mais après, c'est une première étape. Non, j'allais juste vous remercier parce que je n'aurais pas dit mieux sur l'ensemble des réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ça clôture un peu cette présentation de 3 nouveaux projets. Merci beaucoup Nadim, Cédric, Marie, Grégory et l'autre Marion, d'avoir présenté tous ces projets. Je vous invite à descendre de scène pour qu'on puisse passer à d'autres choses encore super à vous raconter. Très rapidement, donc vous avez vu plein de sujets et par rapport à ceux qui nous connaissent, on a des projets qui sont à différents stades de maturité, qui font appel peut-être à toutes les skills possibles dans la tech. Donc il y a forcément déjà quelque chose pour vous, pour faire quelque chose, pour vous engager auprès d'un projet. Mais si jamais ça vous suffit pas et qu'il y a peut-être d'autres choses que vous préféreriez faire, on a encore plein d'autres projets qui existent. On va envoyer toutes ces informations-là par la suite, qui sont issus de nos saisons d'avant ou des potentiellement futures saisons qui ont déjà besoin d'aide dès maintenant pour des questions de cadrage. Je vous parle très rapidement de Code Carbone pour mesurer l'empreinte carbone de l'IA, de Validalab pour accélérer le fact-checking contre le complotisme, de Impact Score NTIC pour calculer l'impact social et environnemental des entreprises à partir de leurs données comptables. D'ailleurs, Léo est présent dans le chat si vous voulez poser des questions là-dessus. Substrat, qu'on connaît très bien, qui développe des outils pour promouvoir l'IA et la data responsable. Et c'est pas fini, Crater de la saison 9, qui continue à travailler énormément pour calculer la résilience alimentaire des territoires français, et Sylvestre, potentiellement à lancer dans les futurs Monthly Marty, pour travailler sur une plateforme open data pour visualiser et comprendre les points d'accès à l'eau potable.
On a beaucoup de choses encore à faire. On va renvoyer toutes ces informations-là. Donc, pour les nouveaux de la communauté, sachez qu'on a encore plein de projets encore actifs et plein de projets à venir, en plus de ces 3 projets présentés jusqu'à présent. Et avant de passer au projet inspirant, 2 autres points. Nous aussi, on a besoin d'aide. L'asso elle-même a plein de choses à faire. Je parlais tout à l'heure du site, de Data for Good et de l'éco-conception, la réflexion autour du stack technologique qui était posé dans le chat tout à l'heure à faire potentiellement ensemble, mais aussi plein d'autres choses. Donc, je vous laisserai lire ça dans le détail par la suite. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour un peu quoi que ce soit, parce que c'est pas juste une association, c'est plutôt une communauté. Et donc, toute aide est la bienvenue. Juste comment ça marche, très concrètement, on renverra ces informations. Rejoindre le Slack sur l'adresse qui est mentionnée ici. Rejoindre le bon canal Slack une fois que vous êtes dessus pour pouvoir discuter avec les porteurs de projets. Se présenter sur ce canal et trouver un moment pour échanger avec l'équipe et pour commencer à travailler ensemble avec les autres bénévoles qui auront parlé de leur intérêt. Super. On peut passer maintenant à la deuxième partie. Donc, je pense qu'on va déborder d'au moins 10 minutes. Désolé à Yannick, Mathéo et Axel qui sont en backstage et qui ont hâte de vous raconter des projets inspirants. Et je vais réinviter Benjamin à venir sur scène pour faire le maître de cérémonie sur cette deuxième partie. Coucou. Et je vais passer juste voilà, au slide d'après. Okay. Parfait. Donc ouais, on essaie des nouveaux formats avec ce premier que ça serait bien aussi de parler des projets qui nous inspirent parce qu'on veut utiliser aussi cette période où on n'a pas de saison pour aussi faire grossir l'association, se dire que la communauté for good, c'est beaucoup plus que juste Data for Good et aussi qu'on a de l'histoire et qu'il faut parler aussi de l'histoire et du futur de Data for Good. Donc, on a invité 3 projets qui sont assez représentatifs de ces 3 dimensions. Latitude, qui est un de nos collègues ou une de nos collègues dans la communauté for Good. Pioneer, qui est un des plus gros projets qu'on a accompagné avec Data for Good et qui continue à faire un travail d'une qualité surprenante. Et enfin, The Ocean Cleanup, qui est un peu un projet qui nous inspire, avec lequel on aimerait travailler dans les prochaines saisons et avec qui on a déjà eu beaucoup de contacts. Théo est passionné par ce projet et je pense que Axel va nous expliquer pourquoi c'est si intéressant. Donc, dans un premier temps, je vais inviter Yannick sur scène qui nous présenter Latitude. Hello tout le monde. Salut Yannick. Si tu veux partager ton écran, ouais, je vais faire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, je pense que... ouais, parfait. Ok. Nickel. Bonjour tout le monde. Merci d'être encore là pour les personnes qui n'ont pas encore tout à fait faim ou qui sont en train de m'écouter en train de manger leur repas. Et bienvenue. Donc, je m'appelle Yannick. Je suis un des cofondateurs d'une communauté qui s'appelle Latitude. Concrètement, l'idée, c'est qu'on est une communauté donc d'acteurs et d'actrices qui agissent pour ce qu'on appelle la tech for good, ce qu'on traduit parfois en français comme la technologie engagée et responsable. Quelques chiffres, on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 6000 étudiants et étudiantes qu'on forme chaque année. On a une communauté d'un peu plus de 3000 membres et on travaille avec 30 écoles et universités, 20 entreprises partenaires. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'on fait avec ces différents types d'acteurs, bien sûr. L'idée, c'est qu'on porte vraiment cette vision de la tech engagée et responsable. Et les 2 mots sont importants, l'aspect engagé et responsable. Je vous donne quelques exemples pour que ce soit parlant. Et après, je vais prendre un peu du recul. C'est un peu comme Data for Good. Quand on donne des exemples, ça aide tout de suite à visualiser ce que fait la communauté au quotidien. Et ensuite, prendre du recul sur « OK, on est une communauté, etc. » Un exemple de projet qu'on a accompagné qui s'appelle Label Emmaüs. Donc Label Emmaüs, c'est pour la boutique en ligne d'Emmaüs.
Concrètement, c'est une sorte de Le Bon Coin pour les compagnons Emmaüs. Et on les a accompagnés parce qu'en fait, ils avaient un challenge, c'est que par rapport à Le Bon Coin ou Amazon ou d'autres plateformes, en fait, leur impact social est directement lié au fait qu'ils emploient des personnes en réinsertion professionnelle. Et donc, il y a moins la possibilité de crowdsourcer tout un tas d'annonces. Typiquement, quand vous allez mettre vos annonces sur Le Bon Coin, ça permet d'en avoir d'autant plus d'un coup. Là, c'est un peu, s'ils se mettent à faire ça, c'est un peu contraire à leur mission initiale, à savoir réinsérer des personnes en situation de réinsertion professionnelle. Et du coup, on a travaillé avec Label Emmaüs le temps d'un hackathon, avec différents étudiants. Pour le coup, on travaille avec des étudiants, des étudiantes et des pros de la data, du dev, du UX. Et là, l'idée, c'était de se dire que on aidait via du machine learning la mise en place d'annonces pour qu'elles soient plus efficaces, c'est-à-dire qu'il y avait un système de reconnaissance d'image. Si je prends en photo 18 tables, ben, en fait, à la fin, j'ai une autocomplétion de la description qui me dit c'est une table qui, etc., etc. Ce qui permet d'améliorer, de renforcer l'impact social que peut avoir Label Emmaüs en utilisant la tech. Donc ça, c'est un exemple de projet qu'on a accompagné depuis la création de Latitude en 2017. Et aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 800 projets. Vu que le temps m'est compté, je vais passer un petit peu vite sur les autres exemples. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler si vous avez des questions là-dessus, bien sûr. Pour nous, c'est ça ce qu'on entend derrière cette notion de tech engagée, se dire qu'on les met au service de projets à impact positif sur la société, comme Label Emmaüs. Et pourtant, on a tout un tas de chiffres qui peuvent être un peu alarmants sur les enjeux de la tech en tant que telle, que ce soit en termes de consommation énergétique. On sait aujourd'hui que c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc plus que le secteur de l'aviation. On sait que 9% des contributeurs Wikipédia sont des contributrices. Donc il y a un cruel manque de représentativité sur certains aspects, etc., etc. Je vous en passe certains. Aujourd'hui, nous, on milite pour, donc je vous disais en intro, une tech plus engagée et plus responsable. L'aspect responsable, c'est vraiment de se dire que dans les enjeux intrinsèques qu'il y a à l'utilisation de nos outils tech, on arrive à traiter ces enjeux-là. Typiquement, aujourd'hui, on travaille avec un centre de formation qui s'appelle Simplon.co, qui propose à des personnes de se réinsérer professionnellement via l'utilisation de tech, et donc ce qui permet d'apporter plus de diversité dans le monde de la tech. Là, pareil, je passe un petit peu vite les exemples pour une tech plus accessible, plus citoyenne. C'est ça pour nous une technologie responsable. On a regroupé ça sous différentes actions concrètes et différentes causes. Une tech plus sobre, plus engagée, je vous en parlais au tout début, plus diverse, etc., etc. Notre mission, c'est vraiment de former toutes les personnes qui agissent au quotidien, les former à la tech de demain, qu'ils soient plus engagés et responsables. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment l'idée là qu'on véhicule derrière l'aspect Tech for Good. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On a plusieurs axes. La première chose, c'est qu'on a une communauté de personnes engagées, de la même manière que Data for Good. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner de quoi vous inscrire à la communauté. On a pas mal de liens entre Data for Good et Latitude, donc ce sera avec plaisir. Et de toute manière, je suis aussi sur le Slack de Data for Good, donc si vous voulez me pinguer directement, je m'appelle Yannick Latitude sur le Slack de Data for Good. Vous pouvez par exemple rencontrer des associations pendant 1 heure pour les aider sur leur challenge tech. On a 101 actions pour changer la tech et faire bouger les choses au quotidien qu'on a renseigné sur notre site. On a également un programme d'enseignement, c'est pour ça qu'on travaille avec des écoles et des universités. Vous pouvez devenir mentor de différents étudiants. Et on a des nouvelles offres entreprises. Si ça vous intéresse de véhiculer le message au sein de notre entreprise, ce sera avec grand plaisir pour en discuter là-dessus. Et la prochaine action très très concrète qu'on vous propose, c'est la nuit du code citoyen. Notamment, il y a certaines personnes de Data for Good qui la co-organisent avec nous. Concrètement, c'est un hackathon qui se déroule
au mois d'octobre. J'ai la date exacte qui est donc du 15 au 17 octobre à Lille, Lyon, Marseille et Paris pour aider sur des projets Tech for Good. Je pourrais vous envoyer quelques exemples si ça vous intéresse, notamment on travaille à une base de données open source pour centraliser les infos qui permettent d'évaluer le gain de CO2 du prêt contre l'achat. On travaille avec Make.org, par exemple, que vous avez vu tout à l'heure, sur la lutte contre le cyberharcèlement, etc., etc. On a différents exemples comme ça de projets que vous pourrez accompagner pendant la nuit du code citoyen. Voilà, j'espère que j'étais à peu près dans les temps. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Je fais un tour dans le chat pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Moi, je vais avoir quelques questions pour toi. Peut-être plus parler de ton engagement à toi. Toi, comment tu t'es arrivé à être engagé dans l'attitude Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que tu as fait plein de temps sur l'attitude. Ouais. Moi, d'ailleurs, que vous recrutez, non? Exactement, c'est vrai, tu viens de le dire. Oui, pour parler un petit peu de moi, j'ai donc cofondé l'attitude en sortant d'école d'ingé, où on avait vraiment un peu cette espèce de choses qui nous tiraillent un peu à l'intérieur de nous. Je dis nous, les différentes personnes qui ont cofondé l'attitude et les personnes qu'on a recrutées après, de se dire, en fait, on a des compétences d'ingé, on pourrait les utiliser au service d'un impact positif sur la société. Pour autant, on a envie de leviers d'action hyper concrets, ce que propose Data for Good, ce que propose Entrepreneurs d'intérêt général, et l'attitude aujourd'hui et tout un tas d'autres acteurs. À l'époque, ça n'existait pas tant que ça. Donc, c'est ça qui nous a fait nous lancer sur l'attitude. Et effectivement, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je travaille à temps plein dessus. On est une équipe de 6 personnes qui travaillent à temps plein dessus. Et on est en plein recrutement puisqu'on recrute 4 nouvelles personnes. C'est la grosse ascension cette année sur le nombre de personnes qu'on recrute. On a lancé les recrutements cet après-midi, donc c'est tout jeune comme recrutement. Si ça vous intéresse de relayer ces offres, ça sera bien sûr avec grand plaisir également. Félicitations. Je regarde s'il y a des questions. J'ai pas l'impression. Des félicitations aussi. Je pense qu'on va tous essayer de participer à cette nuit du code citoyen. On sait que des gens chez Data for Good y participent déjà. On va continuer à développer les partenariats avec vous, s'échanger des projets, aller chercher des gens pour certaines missions que nous, on n'a pas forcément, en particulier sur le dev, et la même chose de votre côté. Et merci beaucoup Yannick, et merci pour ton temps. Avec grand plaisir. Parfait. À très bientôt. Très bientôt. On va passer, Léo, si tu veux, faire monter les gens de Pioneer sur scène. Ce serait un plaisir. Parfait. Bonjour. Et de faire descendre Yannick peut-être. Bon, on est désolé, ce soir encore, on a beaucoup de barbe. De faire mieux la prochaine fois. Il y a le concours à chaque saison, voyons. On remet à jour les concours de barbe à chaque saison. Ouais. Bref. Bienvenue à tous les trois. On va vous laisser 5 minutes pareil pour présenter votre projet et après moi j'aurai des questions pour vous et je suis sûr que des gens dans le chat auront aussi des questions. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Ouais, c'est bon. Ok. Je te laisse la parole du coup, FG. Ouais, ça marche. Bonsoir à tous. Comme on disait, donc, on essaie de représenter ici l'association Pioneer, qui est un projet bénévole qui a vu le jour d'ailleurs chez Data for Good, avec entre autres les deux autres zigotos que vous voyez avec moi sur scène. Donc nous, notre but en fait, c'est que on n'a pas forcément de constat, mais on avait une envie de lancer un projet de détection des feux de forêt en utilisant les compétences de vision qu'on pouvait avoir. Donc en fait, ça a été une démarche qui s'est étalée sur quelques années maintenant, puisqu'on a vu le jour en 2019. Passe un peu les slides, Seb, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir pas mal de bénévoles
Donc, on a un Slack de notre côté, on a différentes équipes qui travaillent sur différents sujets parce qu'en fait, on a poussé le projet un peu plus loin que ce qui aurait été possible, à savoir de faire un repo GitHub et de ne pas aller beaucoup plus loin. Le problème, et notre but étant d'aider les pompiers dans leurs tâches de détection et d'appréhension de ce phénomène, il fallait qu'on aille plus loin à l'intégration matérielle et au déploiement sur site. Tu peux passer à la suivante d'ailleurs. Et du coup, comme je vous disais, on a vu le jour en 2019, au cours de la saison 6, où là, on s'est vraiment concentré sur la partie concevoir un modèle de vision par ordinateur qui était capable de détecter des incendies sur des flux d'images. On a pas mal progressé à ce niveau-là. On est revenu pour la saison 8 parce que la saison 6, c'était plutôt sympa. Donc, on s'est pas mal étendu à ce niveau-là. Et là, on a essayé de se structurer un peu plus pour aider les pompiers. Donc, on a développé une API et une plateforme pour pouvoir leur communiquer ces alertes. Et de cet été, on a été en phase de test en Ardèche. Donc, aujourd'hui, on essaie de continuer de collaborer avec les pompiers pour ce travail-là, parce que ce n'est pas terminé, il y a encore des choses à améliorer. Et on va vous montrer un peu où on en est maintenant avec une petite démo. Ok, c'est là où on rentre en scène et on essaie de faire en sorte que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Donc du coup, je vais me focaliser ici. Alors, je vais vous montrer rapidement la plateforme en prod, donc celle qui est utilisée aujourd'hui par les pompiers de l'Ardèche. Un petit peu visuel, hop là. Voilà, donc ça, c'est ce à quoi les pompiers ont accès. Donc clairement, on a développé cette plateforme. Alors pour l'information sur le petit aspect technique, c'est Dash qui est derrière, donc un framework qu'on utilise en Python notamment, qui permet de créer cet aspect visuel. Donc là, on est sur une carte. L'Ardèche, puisque donc c'est comme le disait FG, c'est le département qu'on a en test, qu'on a eu en test cet été. Les petites tours que vous voyez là, c'est les tours sur lesquelles on a tout simplement installé nos devices. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, FG, mais donc pour recontextualiser rapidement, c'est une petite caméra qui est dans un Raspberry Pi, qui est rattachée à un Raspberry Pi, et ces Raspberry Pi là, c'est eux qui traitent l'image qu'ils reçoivent pour donc voilà, s'il y a une apparition d'un feu, donne l'information aux pompiers via l'API qu'on a développée et qui arrive directement sur cette plateforme. Et donc là, on va vous simuler un feu. Alors rapidement, cette plateforme a beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, on a une fonctionnalité donc, de pouvoir effectivement appréhender le relief. Là, on se rend compte que donc, sur Serrandon, qui est une des tours, donc on s'est installé sur des tours de guerre. Donc c'est des tours qui existaient déjà, sur lesquelles il y avait des guetteurs. Et on a mis donc ces fameuses caméras, ces Raspberry Pi. Là, il y a les coordonnées, le nombre de caméras qu'il y a sur la tour. Et assez important, besoin des pompiers, donc du coup, c'était de dire, ok, ça c'est un écran de monitoring, je peux le manipuler, vous allez le voir. Mais en revanche, moi, je veux diffuser quelque chose sur un grand écran, donc ils appellent ça des dalles, au sein du CODIS. CODIS, c'est le centre des opérations, c'est là où ils reçoivent les appels, notamment, ils se partagent aussi la place avec le SAMU, etc. Et donc, ici, ils avaient besoin d'avoir un écran neutre, donc qui est celui-ci, qui est projeté en permanence dans leur centre des opérations. Voilà. Et là, on va simuler, donc du coup, pas sur la plateforme de l'Ardèche, mais sur la plateforme Dev. Donc, je vais revenir ici. Parce que quand on dit la plateforme est en production, c'est-à-dire que là, c'est dans une salle d'opération et qu'il y a des pompiers qui la regardent. Donc, on peut pas, on essaie de pas faire de bêtises pour les démos de Data for Good. Voilà. Bon, là, apparemment, il y a INR. Le but, c'était de le faire en live. Je sais pas, Mathéo, du coup, si tu l'as. Non, je viens de la lancer, désolé, j'ai pas compris. Je pensais que tu voulais le faire sur l'autre côté, désolé. Bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Donc, du coup, là, on est sur les plateformes de test. Comme vous voyez, on n'est plus en Ardèche, mais on est à Paris. Alors, je fais marquant, on a des tours de test, du coup, mais qui sont chez nous. Donc là, on peut se rendre compte, par exemple, que Mathéo et FG sont voisins. Ils habitent à côté, donc là, c'est moi. On dit pas tout. Hein. On dit pas tout. Et du coup, l'écran, donc, je vais vous le montrer. L'écran qui est diffusé en permanence chez les pompiers, donc là, en l'occurrence, sur le test, devient... Alors, je ne sais pas pourquoi. Bug technique, bien sûr. Il fallait qu'il y ait un problème. Non, il n'y en a pas. Ok, problème technique. On ne sait pas pourquoi. A priori, normalement, c'est rouge et il y a marqué donc alerte, ça clignote, et puis il y a les coordonnées de là où a été détecté le feu. Bon, là, on voit bien que c'est donc qu'il y a une alerte, donc je clique. J'arrive ici. Donc, je pense que c'est soit moi qui ai des problèmes, soit bon. En tout cas, ici, on a le cône de vision, et ça, c'est le plus important, qui donc montre vers l'angle vers lequel pointe le device qui a détecté le feu. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai des erreurs, qui ai un problème là. En temps normal, il y a la photo qui est affichée en bas à gauche, en fait, avec l'alerte. C'est assez bizarre que ça ne fonctionne pas. Je vais quand même retenter. Ah, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. J'essaie juste une fois. Sur Dev, il peut qu'il y ait des...
des problèmes. Hop là. Je le refais rapidement. Tac. Ok, bon, je sais pas. Normalement, effectivement, il y a la photo, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit l'évolution du feu. Je sais pas, Mathéo, si ça t'as débile là pendant 2 secondes, mais bon, voilà. Toujours est-il qu'en théorie, il y a donc l'image qui a permis de détecter le feu qui est envoyé et qui est donc restitué via la plateforme. Et on peut donc après creuser. On a même jusqu'à 20 frames qui sont envoyés qui permettent de voir l'évolution du feu dans le temps. Et un pompier peut se dire, bon bah voilà, là en l'occurrence, ce feu-là, ce n'est pas un bon feu. Et donc, du coup, je peux la quitter. Et ça se termine maintenant. Voilà. Excusez-nous pour le petit effet démo qui a peut-être qui aurait pu être plus optimisé. Donc, je vous représente, je vous repasse pour pas qu'on traîne trop. Hop là. Je repasse sur la présentation. Oui, donc tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc, on vous a montré le système, et FG vous a dit qu'on a fait une phase de test cet été en Ardèche. Donc, cette phase de test, on savait qu'évidemment, tout n'allait pas fonctionner du premier coup, et c'était un peu pour se rendre compte de la réalité terrain, parce que c'est bien facile de jouer sur son petit ordi chez soi, mais les problèmes sont tout autres une fois sur le terrain. Donc, en dehors de la plateforme qui, elle, normalement, marche plutôt bien, là, c'est la plateforme de test qui a bugué, évidemment, pendant la démo. On a connu quelques petits soucis cet été. Le souci numéro 1, ça a été la connexion 4G, donc pour pouvoir communiquer avec les Raspberry Pi et pour que les Raspberry Pi eux-mêmes aient Internet pour pouvoir envoyer les alertes aux pompiers, ils sont équipés de routeurs 4G. Ces routeurs, ils sont pas connectés en fil au Raspberry Pi, c'est en Wi-Fi, et la connexion est très instable en haut des tours parce que on est au milieu de la forêt, quoi. Donc on a eu de gros problèmes avec ça et on a souvent perdu la connexion avec les routeurs. Donc ça, c'est l'un des soucis majeurs sur lesquels on doit absolument travailler dans les prochains mois pour être prêt pour l'été prochain. C'est trouver une autre solution de connexion, donc soit en changeant de routeur, soit en utilisant d'autres types, soit en étudiant de façon plus minutieuse la couverture des différents opérateurs. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Et ou peut-être, oui, les pompiers ont mis en place des faisceaux hertziens pour communiquer, donc on peut essayer de placer par ce type de cadeau pour régler le problème de la 4G. Tu peux changer de slide, Seb, s'il te plaît. Bravo. Et du coup, les autres soucis, on n'a pas vu beaucoup de feux, donc le principal souci, ça a été les faux positifs. On s'y attendait un peu, donc on a souvent confondu avec des feux, ce qui pouvait ressembler à de la fumée, donc notamment les nuages bas, on a eu pas mal de soucis avec. Et des fois, les éblouissements dus au soleil, en fait, ce qui n'était pas présent dans le dataset, assez logiquement perturbé le modèle. Ici, vous avez l'occasion de voir ce que vous auriez dû observer durant la démo, donc la petite fenêtre sur laquelle on peut visualiser la frame quand il y a un feu, et en bas, en fait, on peut cliquer, donc là, il y a une vingtaine de frames, et ça permet aux pompiers de faire défiler les différentes frames au moment d'un feu, parce que évidemment, on n'est pas du tout au stade où on peut être 100% confiant en nous-mêmes pour dire allez-y, il y a un feu, il y a besoin d'une vérification visuelle derrière. Et ensuite, pour que nous, on ait un peu de retour, les pompiers peuvent nous envoyer si l'alerte est pertinente et sinon, pourquoi cette alerte n'est pas pertinente. Exactement. FG, tu veux reprendre la main? Vas-y, passe à la suivante. Donc, juste pour faire l'histoire, donc là, on vous a montré la partie de détection. À côté de ça, on a eu la chance aussi pendant la saison 8 de travailler sur d'autres sujets. L'un qui était la prévision des risques incendies. Donc, on ne vous a pas montré sur la plateforme, on a ici une partie où on a du monde qui a travaillé sur estimer le risque incendie pour un jour donné à l'échelle d'un département. Et c'est le type d'information qu'on veut apporter aux pompiers. Donc, que ce soit sur la partie prédiction ou anticipation du risque, sur la partie détection à ce moment-là, et sur la partie sur laquelle on aimerait travailler par la suite, qui est aussi le suivi du phénomène et la propagation. Donc, il y a pas mal de sujets autour de ça. On fait que de l'open source. Donc, toutes les ressources que vous avez pu voir jusqu'ici, elles sont disponibles sur GitHub. On accueille toujours des bénévoles. Il y a beaucoup de projets, comme on vous disait, et des compétences très variées, que ce soit du hardware, de télécommunications, du logiciel, du deep learning, peu importe. Enfin, généralement, on n'aura pas trop de difficultés à vous trouver quelque chose sur lequel travailler. Et on remercie évidemment les organismes et les gens qui nous ont accompagnés là-dessus. Donc, bien sûr, Data for Good, les pompiers et l'Ardèche qui nous a beaucoup aidés et qui nous a accompagnés pour cette phase de test. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez nous rejoindre. Merci beaucoup. Exactement. Et aussi, on est très masculin pour l'instant. Et ce qui n'est pas vrai, parce que d'ailleurs, on a eu une super bonne nouvelle lors de la saison 8 avec
avec plus de mixité qui a fait beaucoup de bien dans les rangs et on aimerait bien perdurer sur cette lancée. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Trop bien. Merci beaucoup à tous les trois. Dommage que la démo n'ait pas fonctionné, mais c'est... Elle a fonctionné à moitié. Elle a fonctionné à moitié. C'est juste que ça marche en prod, mais ça ne marche pas en testing. Il y avait quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir. Une histoire de relabeling et comment est-ce que vous financez? Alors, pardon, parce que moi, je pense que je vois pas tous les... Je sais pas pourquoi. Ah, c'est dans comment, excuse-moi. Ouais, d'accord, parce que je les avais sur Twitch. Pour la partie financement, c'est très simple. Nous, on fait vraiment que du bénévolat. Donc, on a tous un boulot à plein temps, ou enfin, on est en phase d'études, etc. Donc, le modèle qu'on a adopté aujourd'hui, c'est que tout est gratuit. Nous, on fait du logiciel, mais on fait en sorte que ça puisse être intégré sur un matériel qui est spécifique. Et donc là, par exemple, avec les pompiers, on a fait une convention où, littéralement, ils achetaient le matériel. Donc, ils en sont propriétaires, comme ça, nous, on l'intègre dessus, et d'un point de vue de trésorerie, financier, etc., nous, ça reste purement du bénévolat. Donc, on n'a pas de financement, on n'a pas vraiment besoin de financement à ce niveau-là. Un petit fonds de roulement là-dessus, jusqu'ici, c'est nous qui apportons le fonds de roulement. Voilà. Mais on n'a pas des besoins énormes, hein. Nos frais de gestion, c'est essentiellement le serveur qui fait tourner l'API et qui permet de rendre la plateforme accessible. Ok, super clair. Une question sur Nexis. Alors, ça, c'est intéressant. Seb ou Mathéo, vous voulez la prendre, la question Ouais, alors, c'est intéressant. Et du coup, un des premiers sujets est effectivement de dire, nous, on a développé une API, donc bon, ça fait sens, et une plateforme. On nous a dit au début, et beaucoup, parce que, alors, pour pas trop s'étaler, mais quand même raconter, oui, on a fait un test avec l'Ardèche, mais les instances qui ont financé d'ailleurs le hardware sont des instances qui sont transversales à plusieurs SDIS, donc à plusieurs centres d'intervention et plusieurs départements. Et en l'occurrence, une qui s'appelle le pôle nouvelle technologie nous a parlé de nous interfacer, nous, Payronier, avec des sujets comme Nexis, qui sont en train d'être déployés d'ailleurs en Ardèche. Donc c'est complètement, on n'est pas du tout fermé, au contraire, à partir du moment où on a une API qui est flexible, qui peut permettre d'envoyer à peu près tout ce dont on a besoin pour retranscrire une alerte, on peut s'interfacer avec plein de systèmes, dont Nexis. Donc, c'est une des pistes qu'on va essayer d'approfondir. Voilà. Ok, je vois que le temps tourne. Il y a encore d'autres questions. Moi, j'avais aussi plein de questions pour vous, mais je pense qu'on est un peu serré par le temps. Donc, ce que je vais vous laisser répondre dans le chat directement. Une question sur est-ce que c'est des événements rares, comment vous le relabellisez derrière, etc., etc. Et on va passer sur le dernier projet qui nous a inspiré ce mois-ci. Et ce projet, c'est l'Ocean Cleanup. Je vais vous demander de descendre de scène et je vais laisser la main à Axel qui nous fait le plaisir d'être là ce soir et d'être en live depuis la Californie. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Ça a l'air bon. Ouais, c'est bon. Très bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Data for Good pour l'invitation. Je vais essayer de faire cette présentation assez vite parce que j'imagine que chez vous, il est assez tard et chez moi, ça correspond bientôt à l'heure du déjeuner. Alors, première chose, avant de rentrer là-dedans, The Ocean Cleanup, c'est quoi? C'est une fondation à but non lucratif néerlandaise basée à Rotterdam qui poursuit une mission de nettoyage des océans que je vais vous présenter juste après. Aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de vous présenter brièvement en quoi donc, consiste cette mission et quelle est la place de la data là-dedans, quels sont tous les projets qu'on a pour réaliser cette mission. Alors, notre mission, c'est débarrasser les océans de la pollution des plastiques. Et pour ça, on a un plan qui se fait en 2 étapes, qui se font en parallèle. C'est essayer de récupérer les plastiques qui viennent des rivières dans les océans et ensuite aller récupérer le plastique lui-même et déjà dans les océans, sachant qu'on pollue déjà depuis un certain temps et qu'il y a du plastique qui est là depuis plus de 50 ans, qui est là, qui continue à se décomposer et qu'il faut aller récupérer. Notre objectif, pour le quantifier, parce qu'ici, il vaut mieux quantifier, c'est d'essayer de nettoyer 90% de la pollution plastique des océans, tous océans confondus, à horizon 2040. Voilà, sans rentrer plus dans les détails, pour passer directement au cœur du sujet.
Notre philosophie, c'est quoi? C'est si on veut réussir à nettoyer du plastique dans les océans, il faut qu'on comprenne clairement la physique derrière leur dispersion dans les océans et les comportements des systèmes qu'on essaie de mettre dans l'océan. Donc, pour revenir très rapidement, je vais vous parler aujourd'hui du projet Oceans, donc la machine que vous voyez sur la droite, qui se présente sous la forme d'un espèce de U qui balaye les océans et les plastiques sont censés arriver dans la petite zone que vous voyez en bas. Donc, si on veut réussir à faire ça correctement, il y a quelques questions auxquelles on doit répondre, à savoir où qu'il est le plastique, d'où est-ce qu'il vient, et est-ce qu'avec nos systèmes actuellement, on nettoie de façon efficace? Est-ce qu'on peut faire plus optimal? Est-ce qu'on doit se diriger différemment? Blablabla. Autant de questions auxquelles il faut répondre avec de la data. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les différents projets qu'on a au sein de l'entreprise pour essayer d'y répondre proprement. Je fais partie de l'équipe Computation Modeling, qui est elle-même une sous-équipe du projet Oceans, donc le projet nettoyage des océans. Notre objectif, on est 5-6, c'est de réussir à prédire la performance des systèmes de nettoyage et de prédire des bonnes stratégies pour nettoyer proprement durant la dizaine, vingtaine, trentaine d'années d'opérations qu'on se donne pour nettoyer les océans. Pour ça, on utilise une approche multi-échelle. En gros, ça consiste à tirer les conclusions de ce qui se passe à une échelle petite pour modéliser efficacement ce qui se passe à une échelle plus grande. Donc, si on fait ça correctement et qu'on aligne des modèles dans des modèles, on peut réussir à facilement relier l'échelle du centimètre avec l'échelle de la planète Terre tout entière. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre équipe. Principe de base, les modèles de dispersion du plastique. Petit exemple sous vos yeux. Bon, c'est en quoi ça consiste? On a une équation de diffusion. On a plein de petites particules virtuelles qu'on fait se déplacer dans un océan virtuel. À chaque temps donné, on récupère les données de courant océanique, de vent et d'autres phénomènes à un endroit. On les additionne dans une somme pondérée et ça nous permet de déterminer la vitesse d'une particule de plastique. Et si on fait ça pour plein de temps donné, on obtient une vraie trajectoire. Si on fait ça pour plein de particules, on obtient un modèle de dispersion. Et quand on en utilise des millions et qu'on associe ça à de la donnée sur 30 ans de données océaniques sur la planète entière, on obtient ce que vous voyez ici, le résultat sur la droite qui est un modèle de dispersion globale. Et là, vous voyez modéliser le patch de Pacifique, du Pacifique Nord, qui est le plus gros. Il y en a 5 sur la planète Terre. Et vous voyez l'échelle que ce monstre a. On commence sur Hawaï et puis on voit l'Amérique du Nord sur la droite. C'est monstrueux, c'est énorme. Il y a beaucoup de plastique qui se balade en surface là et c'est la première zone qu'on essaie de nettoyer dans la boîte. Mais c'est pas tout. Pour établir les équations pour faire ces modèles-là, on a beaucoup d'autres travaux à faire. Notamment pour valider ces équations, il faut le faire expérimentalement et numériquement. Donc là, par exemple, vous avez en face des yeux un projet qui consiste à modéliser le transport de plastique dû à la dérive de Stokes. Concrètement, dans les océans et partout, en fait, les objets qui flottent sont poussés par le courant, par le vent, mais aussi juste par le fait qu'il y a des vagues. Et c'est un phénomène physique qui est encore assez compliqué à comprendre quand il s'agit de transporter des plastiques. Et donc, c'est ce dont il s'agit ici. Et pour ça, on utilise de la modélisation en mécanique des fluides à gauche et à droite, une expérience en bassin. Et on a utilisé notamment des algorithmes de computer vision ici pour nous aider à traquer tous les morceaux de plastique qu'on avait mis dans l'eau. Et c'est très important d'avoir des grosses capacités de calcul pour être sûr qu'on traite bien nos données. Mais on fait aussi du suivi de la performance. Donc, actuellement, on a un nouveau système qui est en cours de test dans les océans. Et en face de vous, là, vous avez des images, enfin, une vidéo représentant son évolution il y a quelques jours dans l'océan. Donc, on peut voir le U se déplaçant. Et on a des dashboards qui sont mis à jour en temps réel, qui indiquent où est notre système et quelles sont les conditions autour. Plus techniquement, comment est-ce que ça fonctionne? Mettons qu'on a des données qui viennent en haut de la trajectoire de notre système, à gauche des courants et de l'atmosphère à ce moment-là, et en bas aussi de plein de petits systèmes qu'on a autour qui sont aussi là pour monitorer. On réussit à assembler tout ça au sein d'un logiciel qui s'appelle Data Science Studio, qui est fait par la startup qui n'est plus vraiment une startup maintenant qu'elle est énorme, qui s'appelle Dataiku, qui est basée à Paris. Certains d'entre vous y sont peut-être.
Et ça nous permet de faire des dashboards dynamiques de où est notre système, quelles sont les conditions autour. Et ça nous permet aussi ensuite, une fois qu'on réanalyse tout ça, de, grâce à du machine learning et de l'IA, prédire les futurs comportements d'un système, plusieurs systèmes, et qu'est-ce qui se passe sur 20 ans, et comment est-ce qu'on va réussir à nettoyer. Deux dernières petites choses que je vais vous présenter avant de boucler ça, c'est des travaux qui sont réalisés par d'autres équipes. Une zone de recherche qui est assez cool, je trouve, c'est utiliser la computer vision pour repérer les plastiques depuis les satellites ou via des drones ou via des caméras posées sur les rivières. Donc voilà, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Et on a aussi un volet citizen science qui consiste à permettre au grand public de nous aider avec simplement un téléphone et 15 minutes de leur temps. Donc concrètement, vous téléchargez une application sur le Play Store qui s'appelle la River Survey App. Vous vous postez sur une rivière, vous suivez les indications et l'application vous permet de compter tous les déchets qui passent dans la rivière comme ça, avec l'idée qu'on manque de données pour quantifier réellement de façon très précise où sont les plastiques dans les rivières et combien est-ce que chaque rivière donne de plastique. Rien qu'avec ça, vous pouvez nous aider, et si tout le monde fait ça sur la planète, on réussit à obtenir des datasets gigantesques qu'on peut utiliser pour réellement quantifier la pollution plastique des rivières. Dernière petite chose, un petit truc qui me tient à cœur, c'est une fois qu'on a toutes ces données, on peut l'utiliser à la fois pour les systèmes, mais aussi pour faire de la vulgarisation scientifique. La data, bien exploitée et bien présentée, ça permet de créer des outils sympas et didactiques qui permettent d'expliquer certains concepts au grand public. Et vous avez sous les yeux le Plastic Tracker, qui est un outil qui fonctionne sur mobile et sur ordinateur, en navigateur, que vous pouvez regarder sur Google, qui vous permet de déterminer, si vous mettez votre adresse en France, n'importe où dans le monde, de savoir si vous abandonnez un morceau de plastique dans la rue, où est-ce qu'il va aller, d'abord par les rivières et ensuite dans les océans, où est-ce qu'il va finir. Sachant que ce n'est pas quelque chose de déterministique, donc on vous encourage à relancer la simulation pour voir que votre déchet peut aller partout. Et avec l'idée de vous encourager à, si un jour vous voyez un morceau de plastique dans la rue, pensez à le ramasser. Si vous voyez ce que cette carte peut vous donner, ça peut avoir un impact monumental de ne pas laisser ce petit déchet de plastique rejoindre la rivière puis l'océan et faire plusieurs fois la circonférence de la Terre en trajectoire dans l'océan. En conclusion, bon, je pense que je prête déjà les convaincus si vous regardez ce live, mais la data bien exploitée, que ce soit en entrée de modèle, pour les calibrer ou en sortie en exploitation, c'est formidable. Et pour conclure, on pourrait répondre à la question, au fait, est-ce que tout ça, ça marche finalement pour la mission qu'on se fixe? Et la réponse, c'est oui. Donc voici une photo qui a été prise il y a à peine une semaine dans le patch de plastique du Pacifique Nord. On a une équipe actuellement qui est en train de tester la dernière itération de notre système, et les résultats qu'ils ont sont assez impressionnants. En un seul test de 4 jours, on peut extraire plusieurs tonnes de plastique, comme vous pouvez le voir sous les yeux, en un seul test, sachant que ces systèmes sont faits pour fonctionner durant toute l'année et qu'on imagine à la fin en avoir plusieurs dizaines qui tournent en permanence à l'intérieur du patch. Donc voilà, si ça c'est quelques tonnes, je vous laisse imaginer ce que ça donne si ça tourne toute l'année et qu'il y en a plusieurs. Merci beaucoup pour votre attention et merci à Data4Good pour l'invitation. Bah, merci beaucoup Axel. Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat. Plus lié à la technique de... est-ce que les modèles statistiques évoluent dans le temps? Est-ce que vous avez assez de données en entrée aussi? Mais je te laisserai peut-être répondre directement dans le chat. Moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est peut-être aussi toi, comment tu es arrivé dans The Ocean Cleanup et combien de temps ça te prend aujourd'hui? Alors, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça vite. J'étais à l'école. En fait, je suis encore. Je suis actuellement en double diplôme, mais donc en France, j'étais à Centrale Spelec, l'école centrale, et en première année, j'avais très inspiré par le fondateur de cette boîte qui avait fait c'est un jeune qui avait lancé le projet quand il avait 15 ans. Voilà, avec un ami, on s'est dit, bah, on va voir si on peut pas faire quelque chose pour faire un peu pareil que eux. Eux, ils récupèrent les gros plastiques dans les océans. Nous, on va voir si on peut pas faire un truc pour récupérer les microplastiques. C'est un projet entrepreneurial. On a essayé de faire plein de trucs durant l'année, ça n'a pas trop fonctionné, mais ça nous a permis de rentrer en contact avec des gens de cette entreprise, notamment celui qui a fini par m'embaucher après. Voilà, en échangeant, en se rendant compte qu'on pouvait leur apporter quelque chose si on faisait d'autres
d'autres travaux. On a fini par rentrer en lien et quand j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage chez eux il y a 1 an et demi maintenant, j'ai saisi l'occasion. J'étais en année de césure. Et après ce stage, ils m'ont embauché. Donc, je suis resté en CDD chez eux pendant 1 an. Et il a fallu que je retourne faire mes études à un moment. Donc, maintenant, je suis en train de finir mon master. Je suis aux États-Unis pour faire ça. Mais je reste très engagé chez eux parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Je continue à participer à droite à gauche là où je peux. Et donc, je suis volontaire. Je suis plus payé. Mais voilà, je continue à m'investir, à les aider pour la recherche, ce genre de choses. Ok, très bien. Je ne sais pas si tu vas avoir l'occasion de répondre directement dans le chat. Je vais essayer. Ok, je vais peut-être te laisser. C'est un peu plus technique comme question. Et merci beaucoup. On a hâte de voir à quel point le projet évolue. C'est vraiment un truc révolutionnaire, je pense, et qui montre l'intérêt de la science, de la data, et qu'on peut tous apporter des solutions, je pense. Merci à tous. Et je pense qu'on va passer à notre conclusion pour ce soir. Merci beaucoup aux 32 personnes qui sont encore là. C'était une première itération. On pense qu'on va apprendre de pas mal de choses, mais c'était super enrichissant. On est trop motivés pour cette année. Et ouais, et donc très très vite, on va vous partager, je pense, dès demain, on va repartager un peu comment s'investir dans Data for Good, que ce soit en tant que bénévole sur les projets qui ont été présentés aujourd'hui, en tant que bénévole sur des projets qu'on a accompagnés sur des saisons précédentes qui ont encore besoin de bénévoles qui sont toujours actifs. Notre mission, c'est vraiment qu'un maximum de projets restent actifs après avoir été accompagnés, d'où avoir présenté Pioneer aujourd'hui, qui est vraiment devenu un très très gros projet. Et aussi, si vous voulez vous investir dans l'association directement, on a plein de projets, on veut continuer à développer notre site web, on veut continuer à essayer d'autres trucs, donc on est très très chaud pour cette année, et nous aussi on attend le mois prochain, et voilà. Théo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tu as tout dit. Merci à tous d'être venus. On a hâte de rencontrer toutes les nouvelles petites têtes qui ont rejoint la communauté il n'y a pas longtemps. Et on enverra toutes ces informations-là sur les différents réseaux, les Slack, par mail. On va voir si on peut récupérer aussi ceux qui ont participé au Meetup. En tout cas, merci à tous d'être venus. Et aussi à Axel qui était arrivé le premier et qui au final est passé 1h30 plus tard. Donc, merci à toi. Pas de souci. Merci beaucoup. On va vous laisser vous aller dîner, j'imagine. On commence tous à avoir un petit peu faim, ou déjeuner dans le cas d'Axel. Et on peut rester encore quelques minutes, je pense, si vous avez des questions, des interrogations. Bien sûr, nous, on reste disponible sur le Slack. On est assez actif sur la channel générale. On est aussi actif sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter aussi, sinon sur Twitter. Et voilà. Pas l'impression qu'il y ait de questions supplémentaires. On va finir ce premier stream Twitch. On est très fiers de ça. J'ai l'impression que ça a bien marché. Passez à tous une bonne soirée et à bientôt. À très bientôt. Salut.